Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, CPI, bal masqué. Après le commando invisible, les témoins invisibles. Dénonciation de la Commedia dell'arte du procureur. Actualité en Europe, actualité aux USA et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec la CPI. Bal masqué. Après le commando invisible, les témoins invisibles. Cour pénale dite internationale le 3 février 2016. Ce 3 février 2016, le procureur a présenté le témoin 547, qui dit être allé à la marche sur la RTI en taxi Baka, puis on nous a montré les photos de sa voiture personnelle. Donc, il se serait déplacé en taxi Baka voiture personnelle, puis à pied, pour un point d'arrivée, tantôt à Fratmat, tantôt à Cocody. Dans ses explications, tantôt il courait, tantôt il avait une béquille, donc il est allé à la soi-disant marche sur la RTI par Fratmat Cocody en courant béquille. Le n'importe quoi continue à la CPI. À suivre. CPI toujours avec la dénonciation de la Commedia dell'arte du procureur. Monsieur le Président, honorable juge de la Cour, il me soit l'honneur, mais surtout le devoir d'apporter à votre honorable Cour de fermes précisions au regard des interventions de l'accusation. Le procureur s'est voulu long, trop long, car il se devait de noyer l'absence absolue de preuves sous une avalanche d'argussie dont la seule fin est de tronquer la vérité et de donner de M. Charles Blé Goudé, de ses actes, de ses déclarations, une vision en parfaite contradiction avec la réalité. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, nous sommes bien forcés de constater que dans le cas qui nous occupe, l'accusation a pratiqué le droit comme d'aucuns, dans les temps anciens, pratiquaient le latinitas culinaria, autrement dit, le latin de cuisine. Car, tout comme le latin de cuisine, que Wikipédia et d'autres dictionnaires définissent admirablement, la démonstration apparemment juridique du procureur, et je cite, sort des usages et normes académiques. Car encore, tout comme le latin de cuisine, son apparente démonstration, et je cite à nouveau, se présente sous deux genres. L'un, en mauvaise part, involontaire ou dû à l'ignorance, l'inexpérience ou la témérité. L'autre, en bonne part volontaire, fréquemment produit en vue du jeu, de l'effet comique, de la farce ou de la facétie, où l'on peut louer l'ingéniosité de l'auteur. Il est vrai que le procureur a tenté de faire preuve d'ingéniosité, mais nous ne la louerons pas ici. Car ici, devant cette cour, nous ne sommes point dans la Commedia dell'arte. Ici se joue la vie de millions de personnes, la vie d'une nation, la vie de deux hommes. Nous ne pouvons donc laisser la farce ou l'ignorance l'emporter sur la vérité, tant les interventions de l'accusation laissent apparaître une prise de liberté inacceptable avec cette vérité. Mesdames et messieurs de la Cour, que retenir de cette énième tentative de tronquer les faits? On retiendra que le procureur, en violation de sa propre parole, vous demande de juger M. Charles Blé Goudé pour ce qu'il n'a pas été et pour ce qu'il n'a pas dit, en somme, pour ce que d'autres ont fait ou dit ou fait, pour ce que d'autres ont dit ou fait. Ainsi, le procureur tente-t-il de nous entraîner dans un monde, dans son monde à lui, où l'absurde règne en maître. Ce monde imaginaire, construit par le procureur à coups de calembredène, je l'appelle l'absurdie. L'absurdie, ce territoire de l'imaginaire juridique où le noir peut devenir blanc, le blanc devenir le rouge, et le rouge dans le même temps se muer en noir.
Voici pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, par la présente réplique, nous entendons ramener la cause qui nous occupe dans un monde qu'elle n'aurait jamais dû quitter, celui de la vérité et de la justice. Ce monde, cet endroit, c'est ici devant vous, ici dans le temple de Thémis, ici à la Cour pénale internationale, notre cour à tous, car le temps est venu pour l'accusation de quitter le domaine de l'art divinatoire pour se soumettre enfin à l'empire de la vérité, de la justice, en un mot, à l'empire du droit. Je vous remercie, j'ai dit. Thank you. Le juge président, merci. Maître Knops. Maître Knops. Tout de suite, actualité en Europe. Abolition planifiée de la liberté d'opinion. Aucune personne bien informée ne peut contester le fait que notre monde se trouve dans une situation critique très dangereuse. Mais au lieu d'avouer ses erreurs et de les corriger, la caste politique nous présente ses sales coups comme un progrès. En cela, elle fait fi des principes qui résultent de décennies et de siècles d'expériences douloureuses. Par exemple, en ce qui concerne la liberté d'expression, le principe d'autodétermination des peuples, la neutralité de l'Autriche ou bien l'interdiction fixée dans le droit international à tout État d'intervenir dans les affaires d'un autre État. Au vu de la situation critique et menaçante, on nous dit aujourd'hui que ces principes ne peuvent pas être considérés de façon aussi absolue. Cela éveille notre attention. Des principes et des règlements ne sont valables que tant qu'ils servent aux objectifs des gouvernements et des tireurs de ficelles. Et maintenant, une loi de l'UE assortie de décrets d'application incroyables devrait encore nous empêcher de nommer les sales coups par leur nom. Cette loi devrait nous être présentée comme promotion de la tolérance et protection des minorités. Mais quelles minorités devraient être protégées en réalité ? Faites-vous une idée par vous-même avec ce qui suit. De quoi s'agit-il concrètement ? Plus d'un an après avoir été débattue et fortement critiquée, la proposition de loi de l'UE sur la promotion de la tolérance est maintenant de nouveau discutée. Le Conseil européen pour la tolérance et la réconciliation a présenté un projet qui doit être adopté par le Parlement européen. Au nom de la tolérance, il est planifié d'interpréter des opinions indésirables comme actes criminels et de les punir comme crimes graves. En même temps, la proposition de loi prévoit de mettre en place dans tous les pays de l'UE une forme de police de mentalité étatique composée de 2 instances officielles et chargée de l'application de la loi, qui sont l'unité d'administration spéciale et la commission de surveillance nationale de la tolérance. Elle serait chargée de surveiller la population et d'évaluer selon l'esprit de l'UE le caractère punissable des expressions d'opinion. Cette loi a pour but l'abolition de la liberté d'opinion. La protection des minorités est uniquement utilisée comme prétexte pour faire taire les personnes d'opinions différentes. Bien entendu, doivent cesser avant tout les voix qui expriment la critique justifiée, qui montrent des dysfonctionnements et qui dévoilent l'injustice. Ne manquez pas notre prochaine émission sur le sujet « Rééducation de la jeune génération à la ligne officielle ». Je vous quitte avec une citation de Shevardnadze. La plus grande conquête de l'humanité, à savoir la libre expression de l'opinion, a toujours été aussi bien la source que la force de propulsion du progrès. Tout de suite, actualité aux USA. Madame, Monsieur, bonsoir. Un premier tour et beaucoup de suspense aux États-Unis. Lundi, les électeurs de l'État de l'Iowa ont voté pour leur champion aux primaires des partis républicains et démocrates. Les faits marquants de ce scrutin sont la défaite du milliardaire Donald Trump chez les républicains et le coude à coude entre les candidats démocrates. Effet surprise pour le premier scrutin des primaires américaines. Les électeurs du petit État de l'Iowa, au centre-est des États-Unis, ont voté pour leur champion. Côté républicain, le très médiatique milliardaire Donald Trump est à 24% et s'est fait piquer la vedette par Ted Cruz, qui rassemble 28% des suffrages. Autre surprise, l'émergence d'un troisième homme, le catholique d'origine cubaine Marco Rubio, qui atteint 23% des voix, juste derrière Trump. Pour le spécialiste de la politique américaine Pierre Toulek, rien n'est joué entre ces candidats. Alors,
Aujourd'hui, les trois qui sortent de ce vote sont bien entendu donc Ted Cruz et Donald Trump, aussi Marco Rubio qui pourrait finalement être le candidat de ce qu'on appelle l'establishment républicain. Derrière, peu de candidats aujourd'hui se retrouvent dans une possibilité de réellement l'emporter parce que tous les autres restent très loin derrière dans les autres États, dans les sondages, et en général, lorsque vous perdez l'Iowa et que vous êtes déjà bas dans les autres États, ça ne s'améliore pas dans la suite. Chez les démocrates, 2 candidats naviguent en tête. Hillary Clinton, qui incarne une gauche modérée, et Bernie Sanders, qui se revendique ouvertement socialiste. La femme de l'ancien président Bill Clinton distancerait son adversaire de quelques voix seulement pour cet État. Et pour la suite, Bernie Sanders conserve même toutes ses chances de l'emporter. Effectivement, Bernie Sanders a réellement des chances de l'emporter. Parce que on l'avait déjà vu en 2008. En 2008, Hillary Clinton, même si elle est qualifiée comme étant très à gauche par les républicains, en réalité, en 2008, c'est la victoire de la gauche dure, déjà avec Barack Obama, avec un message très à gauche, très socialisant en termes d'économie notamment. Avec Bernie Sanders, on va beaucoup plus loin parce qu'il parle, lui, directement de socialisme, il se réclame socialiste et il a montré hier soir qu'il était en mesure de l'emporter dans plusieurs États. L'Iowa était un pari pour Hillary Clinton pour faire dire que Bernie Sanders n'avait aucune chance de l'emporter. Le fait qu'elle n'ait pas réussi à réellement gagner face à lui montre qu'il a réellement ses chances de remporter la primaire démocrate. Véritable candidat repoussoir chez les jeunes, Hillary Clinton n'atteint que 14% des voix chez les jeunes de 17 à 29 ans, contre 84% pour son adversaire. La primaire démocrate pourrait donc aussi se jouer sur une lutte intergénérationnelle. Le suspense reste donc entier au lendemain du premier scrutin, d'où l'intérêt croissant pour cette élection, notamment en France. Un suspense d'autant plus important que les résultats de l'Iowa ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble du territoire américain. L'Iowa est important parce que c'est justement le premier vote, c'est la première fois que les électeurs se prononcent, mais c'est un petit État très rural qui représente le cœur de l'Amérique, mais qui n'est pas l'Amérique en lui-même. De manière plus précise, l'Iowa est un État qui est très croyant, très chrétien et particulièrement blanc. Comparé à d'autres États, notamment au New Hampshire qui va voter la semaine prochaine. Et en ce sens, c'est en général les candidats, on va dire, à la fois les plus qui expriment le plus leur foi chrétienne et qui ont un message le plus libertarien, qui vont réussir à passer. Dans une semaine, les candidats seront confrontés au vote des électeurs du New Hampshire, un État qui pourrait largement contredire les premiers signaux envoyés dans l'Iowa et où les républicains, dits modérés, peuvent espérer se refaire une santé. Et pour finir, les titres de l'actualité en France. Plus de 8000 individus radicalisés en France. L'État est-il en mesure d'affronter le problème? Analyse d'un phénomène en expansion. L'OMS multiplie les déclarations sur Zika. L'Organisation mondiale de la santé décrète le virus comme urgence sanitaire mondiale. Les recommandations s'enchaînent et des pilules abortives sont distribuées gratuitement par une ONG aux femmes enceintes contaminées. Bang Gang, un film prônant une sexualité débridée, mettant en scène des mineurs, est la dernière provocation en date du cinéma français. L'association Promouvoir et son avocat André Bonnet ripostent. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.